Je voudrais commencer ce vlog comme je le fais si bien, par un magistral « Allez vous faire foutre ». À qui s'adresse cette « Allez vous faire foutre » ? Cette « Allez vous faire foutre » s'adresse à toutes les personnes qui m'ont dit, par exemple, « Tu n'as pas aimé Prometheus parce que tu en attendais trop avec les bandes annonces ». À ceux qui m'ont dit, « Tu n'as pas aimé le Hobbit parce que déjà tu n'aimais pas les bandes annonces ». J'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, je ne juge pas un film sur une bande-annonce. Je suis quand même assez intelligent pour faire autrement. Je regarde le film, et je me fais mon avis objectivement, subjectivement bien sûr, mais objectivement en partant de zéro, en voyant le film. Je ne m'attends pas à juger le film en fonction de la bande-annonce. Une bande-annonce, c'est un exercice extrêmement compliqué dans le cinéma. C'est un très court film, je vais pas vous faire la définition de H2G2, qui a pour but de pousser les gens à venir voir le film, sans en révéler trop sur le film, parce que si on leur en révèle trop, les gens savent tout avant de voir le film, et du coup ne savourent rien de ce qu'ils voient à l'écran. Ce qui est très compliqué, c'est que des fois, les aspects les plus intéressants du film, ceux qu'on est censé montrer dans la bande-annonce, ne peuvent pas être montrés. Parce qu'ils sont justement ceux qui va faire que le fait de les découvrir dans le film va être ce qui va vous faire aimer le film. On peut faire une bande-annonce géniale avec un film pourri. Meilleur exemple, Tomb Raider par exemple. Tomb Raider, quand la bande-annonce est sortie, je me suis dit que ça allait être un truc génial, et quand j'ai vu le film, je me suis dit ouais bon, c'est un petit peu un navet quand même. Bien que ce ne soit pas la pire adaptation de jeu vidéo au monde. Le film dont il est question aujourd'hui, l'Odyssée de Pi, est plus qu'une illustration de ce que je viens de dire, c'en est une parabole. Une parabole, pour les gros beaufs boursouflés d'inculture, ce n'est pas uniquement un gros disque rond qui vous permet de recevoir la télévision par satellite, c'est un récit biblique. À la base, le mot vient de la Bible. Une parabole dans la Bible, c'est un récit qui permet de comprendre une histoire, qui permet de tirer une leçon, en fait, d'apprendre une leçon. Et l'Odyssée de Pi est une parabole de « je ne juge pas mes films selon la bande-annonce ». Parce que si j'avais jugé le film selon la bande-annonce, je vous aurais dit que l'Odyssée de Pi est une grosse merde. Parce que la bande-annonce montrait quoi ? Montrait plein d'images très jolies mais sans vraiment de sens. Un espèce d'univers très cucu finalement. Des effets spéciaux absolument pourris. Enfin, j'ai craché sur ce tigre en 3D depuis 2 semaines et demie, depuis 3 semaines. Depuis la première fois que j'ai vu cette bande-annonce. En disant mais ce tigre est d'un faux, c'est affligeant, ils font un film sur les animaux, ils sont même pas foutus d'avoir un seul animal sur le plateau, c'est que des animaux en images de synthèse, etc. Et l'Odyssée de Pi m'a presque fait chialer. Donc si ça c'est pas la meilleure leçon pour vous, parce que moi je suis au courant, la meilleure leçon pour tous ceux qui regardent mes vidéos que je juge objectivement un film quand je le vois, et pas en fonction de ce que j'en ai entendu, en fonction du bouquin que j'ai lu avant ou que je n'ai pas lu avant, ou en fonction de... Je juge un film. Et ce film m'a presque fait pleurer. C'est un des rares films qui m'a ému. Je suis sorti de la salle avec les yeux embués en me tenant au fauteuil parce que j'avais du mal à voir où j'allais parce que j'avais les yeux qui se remplissaient d'eau. J'ai pas pleuré. Aucun film jusque-là n'a réussi à aller jusqu'au bout et à me faire verser une larme pour de vrai. Mais il y en a très peu qui ont réussi à atteindre ce niveau déjà. Les niveaux yeux embués, gorge serrée, prêts à pleurer. Et même pas à cause d'une scène, ce que j'appelle les scènes de pathos, c'est-à-dire genre la fin de Moulin Rouge, pour parler d'un truc qui me fait, pareil, qui m'arrache presque une larme. La fin de Moulin Rouge avec Ewan McGregor qui tient Nicole Kidman dans ses bras, qui est en train de mourir. Vous le savez dès le début du film, j'ai rien spoilé, on vous le dit dès le début du film qu'elle va mourir. Il la tient dans ses bras et il est en train de chialer et le jeu d'acteur est tellement monstrueux, le décor, ce qu'ils ont vécu jusque-là est tellement énorme que, voilà. L'Odyssée de Pi n'a même pas besoin de ça. L'Odyssée de Pi pose une question, le personnage principal, Pi, pose une question à un des personnages, mais il a fait un regard caméra pendant cette question, donc il nous la pose à nous, spectateurs, en gros. Et le choix qui nous... Putain, même en le disant, ça vient de me faire chevaucher la voix. Le choix qui nous propose
nous fait naturellement choisir quelque chose dont les implications sont tellement grandes que on peut pas rester indifférent devant le message, devant la question. Pour vous raconter l'histoire très simplement, c'est un jeune garçon qui est né en Inde, dont les parents tiennent un zoo, je l'ai vu en VO, excusez-moi, un zoo, et ils sont obligés de le vendre parce que la famille est quasiment ruinée, plus personne s'intéresse aux animaux. Le zoo n'est pas eux, donc ils peuvent pas vendre le zoo, mais ils peuvent vendre les animaux. Donc ils décident d'aller vers le Canada. C'est le père le père de famille qui décide d'emmener toute la famille au Canada et de vendre les animaux en Amérique du Nord à des zoos, à des cirques, à des trucs dans ce genre-là, pour pouvoir du coup avoir de l'argent, puisque les animaux valent cher en Amérique, alors qu'ils ne valent plus rien quasiment en Inde. Et donc revendre les animaux là-bas et pouvoir se faire une vie là-bas. Sur le trajet, le cargo japonais sur lequel ils sont tombe dans une tempête, et sans qu'on sache exactement pourquoi ni comment, ce qui est d'ailleurs une des questions posées à la fin du film, pourquoi est-ce que le bateau coule. Et Pi lui-même ne sait pas répondre. Pi n'a pas assisté à ce qui a fait sombrer le bateau. Il est sorti de sa cabine, il est arrivé sur le pont, il a vu le bateau commencer à sombrer, les animaux qui commençaient à partir un peu partout, et voilà, le bateau sombre. Et il se retrouve donc sur un radeau avec un zèbre, un orang-outan, une hyène et un tigre du Bengale. Et voilà. Alors l'histoire nous a raconté par Pi, c'est lui qui raconte son histoire en fait à un écrivain qui a une légère panne d'inspiration, et quelqu'un lui a conseillé de venir voir Pi pour qu'il lui raconte son histoire, puisque son histoire est extraordinaire. Et en lui disant, je vous dirai pas quel est l'enjeu de l'histoire, parce que sinon je vous révèle aussi la question à la fin, etc. Mais l'histoire de Pi est censée prouver quelque chose. Et donc Pi commence à raconter son histoire, parfois interrompu par l'écrivain. Et puis il nous raconte donc du coup sa vie, sa survie sur un radeau. C'est compliqué de faire tenir un film là-dessus. Faire tenir un film sur un mec qui est tout seul sur un radeau avec un tigre et d'autres animaux au début, mais rapidement les emmerdes arrivent. Un mec qui est sur un bateau avec un tigre, etc. et qui doit survivre comme ça pendant 1 heure. Il doit pas être très long, il doit faire 1h45 ou 1h30, j'ai même pas regardé. Voilà. Comment on fait un film comme ça qui soit intéressant, qui soit bien de A à Z. Et Ang Lee a trouvé les façons. Ang Lee a trouvé le moyen, Ang Lee a trouvé les scènes qui convenaient, Ang Lee a trouvé ce qui était intéressant, la forme narrative qui était intéressante. L'acteur qu'il fallait, aussi bien au niveau de la narration que du jeu quand il est face à l'image. La bonne façon de raconter l'histoire, parce que du coup, comme Pi raconte l'histoire à un écrivain qui en fait est le spectateur, qui en fait c'est nous, l'écrivain, c'est nous qui lui demandons de nous raconter son histoire. Donc du coup, le processus déjà à la base de narration du film est très fort. Et tout passe normalement, exactement la durée qu'il faut. Il n'y a pas de moment où je me suis dit s'il continue une image de plus ça va devenir chiant, même pas arrivé à ce niveau-là où on est à la limite de devenir chiant, jamais. Le gros problème que j'avais avec le film, c'était l'esthétique qui faisait très toc, qui faisait très image de synthèse. Je gueulais sur le fait qu'il n'y ait pas un seul animal qui soit en image réelle, que ce soit que des images de synthèse à chaque fois. Alors, le film étant vu, déjà, il n'y a pas que des animaux en image de synthèse, il y a aussi des animaux réels. Et il y a une raison pour laquelle ces images sont comme ça. En fin de compte, à l'intérieur du récit, on se rend même pas compte que les images sont en synthèse, parce que le tout sert une histoire qui nous permet de croire à ces images. Et c'est vraiment le truc, c'est ce qui m'avait fait casser le film avant de l'avoir vu, quand j'en parlais à mes amis. Vous remarquerez que je n'en parle qu'à mes amis, je vous en parle pas à vous. Vous, je vous ai jamais dit que le lycée de Pi ça a l'air de la merde. Je vous dis maintenant que c'est un bon film. Quand j'en parlais avec mes amis, je disais que le tigre était ridicule en image synthèse, les images étaient pourries,
une espèce d'image d'une baleine qui sort avec de l'eau verte partout, on se croirait dans Avatar en gros. Ouais, mais ça colle par rapport à l'univers, par rapport au message, par rapport au sujet que traite le film, ça colle parfaitement, et c'est l'image qu'il fallait. Ni plus ni moins, ni pas bien, ni mauvais, ni génial, c'est l'image qu'il fallait. Alors il n'y a pas que des grandes trouvailles, il y a des trucs qui sont un petit peu... effectivement, il y a pas mal de trucs qui font Avatar. Parce que pour faire passer un peu de rêve, il a mis pas mal de trucs un peu luminescents et on sait pas trop si ça a une logique ou pas. Il y a un passage avec des méduses. Je crois que ce qu'il essaye de faire croire, c'est qu'en gros les méduses sont phosphorescentes dans l'eau. Et quand elles se déplacent en banc, du coup, elles sont tellement concentrées qu'elles laissent en fait dans l'eau des particules qui les rendent fluorescentes. Et du coup, quand par exemple le Pi va toucher la flotte et la secouer, ça va activer ces trucs fluorescents et tout. Je sais pas si scientifiquement ça marche. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui scientifiquement n'est pas plausible, il le dit lui-même dans le film. S'il y a 2 ou 3 éléments du film, l'arrivée de l'orang-outan par exemple, je vous explique pas pourquoi, vous le découvrirez pendant le film. Et un événement particulier, là je peux absolument pas rien vous dire sinon je gâche tout le truc. Qui paraît un peu bizarre, et à chaque fois il y a des personnes qui disent mais c'est pas normal ça, enfin scientifiquement c'est pas logique, il y a un truc qui va pas. Et donc lui-même le dit, et le mec vous dit bah oui mais c'est mon histoire et c'est comme ça que ça s'est passé dans mon histoire. Et alors pas dans le principe, d'ailleurs il le dit même pas en fait. Il dit même pas ça s'est passé comme ça mon histoire. Il dit, j'arrive même pas à vous expliquer ce qu'il dit en fait. On soulève le problème et on a l'impression que le problème n'a pas été soulevé. Enfin, que le problème a été résolu directement en étant soulevé, en fait. Comme si, simplement d'un regard, il balayait le problème. Il donne une réponse, mais qui est pas une réponse non plus, c'est très bien mené, c'est très bien écrit, je suis admiratif. Il y a un truc qui était vraiment en question dans ce film, et c'est un des trucs sur lesquels Ang Lee s'est basé pour faire son film, c'est de le faire en 3D. Relief. Est-ce que la 3D du film est réussie? Globalement oui. Avec des hauts et des bas, bien entendu. Des plans plus réussis que d'autres. L'une des belles choses, c'est que le relief, du coup, a vraiment été pensé comme ça et sert à raconter l'histoire. Elle fait partie intégrante de la mise en scène. Il a pensé son truc par rapport à la 3D. Il l'a aussi mis en scène... comment dire? Pas esthétiquement, mais... idéologiquement, disons que la 3D relief est poussée au moment où on en a besoin en fait pour faire ressentir quelque chose en fait. Donc c'est assez intelligent comme utilisation. Il y a un truc que j'ai trouvé laborieux, c'est que tout le film est tourné en 16/9, en 85, et il y a une séquence du film où le film passe en scope. En cinémascope, avec des bandes noires, parce que il y a un banc de poissons qui nous arrive sur la gueule, et en fait il s'amuse à les faire sortir du bord du cadre. Ce qui est... Alors paradoxalement c'est une chose que j'ai défendue. Quand j'ai fait mon truc sur la 3D, je disais que c'était quelque chose justement qu'il fallait faire un peu plus, c'était de faire sortir les éléments sur les bandes noires pour les faire ressortir du film en fait. Il se trouve que si le film avait été entièrement en scope, et qu'à un moment, un truc s'était mis à déborder du cadre, ce serait passé. Là, on est en 16/9, et comme justement les profondeurs changent en fonction de ce que veut le réalisateur par rapport à l'émotion de la scène et par rapport à sa portée, il nous faut quelque chose de fixe. Et cette chose fixe dans l'image, comme les plans changent tout le temps, les angles, les machins, cette chose fixe c'est le cadre. Et donc quand d'un seul coup, le cadre change, ça perturbe. C'est à mon avis le seul problème. Je pense qu'il a eu d'avoir beaucoup de débats avec le responsable de la 3D du film au sujet de cette séquence, et c'est normal parce qu'il y a un truc qui est un peu particulier à ce moment-là et qui à mon avis ne marche pas totalement. S'il avait fait tout le film en scope, ça aurait marché. Là, ça marche pas trop. En dehors de ça, ce film est génial. Il est vachement bien. Il rentrera pas dans mon top 10. Il m'a pas chamboulé à ce point, mais il est quand même génial. Allez le voir, je vous le conseille. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.